Dans les automatisations, il va y avoir la séquence de panier abandonné, la séquence de bienvenue, l'abandon de la vue de produit par exemple. Ça, c'est les automatisations qui sont déclenchées avec une activité sur le site, mais tu vas avoir aussi des automatisations qui seront plus personnalisées. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop-Up. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tom. Tom, c'est un expert Klaviyo. C'est la première fois qu'on accueille quelqu'un qui n'est pas lui-même e-commerçant, mais plutôt qui est spécialiste d'un pan très précis du e-commerce. Pendant près d'une heure, on va échanger avec Tom sur les bonnes pratiques en matière d'emailing et les stratégies à déployer quand on est un e-commerce et qu'on veut performer sur ce canal. Avant toute chose, et si ce format te plaît, pense à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide vraiment à faire connaître le podcast et à recevoir des invités toujours plus quali. Et moi, je te laisse tout de suite avec l'épisode. Salut Tom, bienvenue dans ce 3e épisode de Pop-Up. Je suis ravi de t'accueillir. C'est la première fois dans le podcast qu'on reçoit quelqu'un qui n'est pas e-commerçant lui-même. C'est la première fois qu'on va accueillir un expert dans ce sujet très particulier. Et pour moi, c'est très cool. Ça va être l'occasion qu'on creuse vraiment un domaine d'expertise assez spécifique et pourtant hyper important quand on parle de e-commerce. Ce que je te propose, c'est que tu commences par t'introduire, toi, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Écoute Yann, merci pour l'invitation, ça fait hyper plaisir. Moi du coup c'est Tom et j'ai 20 ans. Et du coup, je dirige la Standard Ecom, qui est une agence d'email marketing. Et en fait, on offre un unique service qui est de faire de l'email marketing pour des marques e-commerce sur Klaviyo. Et en fait, c'est hyper précis, mais vraiment, on voulait offrir un service premium puisque je suis pas trop fan des agences digitales, tu sais, les agences 360 qui proposent tout un panel de services différents. Et au final, les résultats sont pas forcément là au niveau de la prestation. Donc nous, on voulait vraiment se focus, se nicher et offrir une bonne prestation. Donc aujourd'hui, tu fais du Klaviyo essentiellement et de l'emailing. C'est deux volets qu'on va aborder dans l'épisode parce que pour moi, ils sont complémentaires mais ils sont différents. Parce qu'il y a d'une partie la partie technique, l'automatisation, la collecte des données, et qu'est-ce qu'on en fait et comment on intègre cette data dans une stratégie gagnante, dans des choses qui vont permettre de la personnalisation, et t'en parleras bien mieux que moi. Et de l'autre côté, la partie vraiment plus emailing, rédactionnelle, la production du contenu qui elle va être plutôt du coup cross-platform, qui va dépendre beaucoup moins de la plateforme que tu utilises, mais qui est tout aussi importante parce que c'est finalement ce qui fait le cœur de la performance ou pas des campagnes. J'aimerais bien qu'on puisse aborder ces deux sujets, mais avant ça, j'aime bien commencer par essayer de comprendre un peu d'où viennent les gens que je rencontre, et ce podcast pour moi c'est vraiment l'opportunité d'aller creuser un peu chez les gens. Du coup, est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu de toi, nous dire un peu d'où tu viens, ce que tu as fait avant et comment t'en es arrivé là? Ça va être assez rapide puisque voilà, j'ai 20 ans, du coup j'ai pas un background très long. Je vais te faire ça rapidement. Si tu veux, je suis entrepreneur depuis que j'ai 16 ans et à 17 ans, je me suis émancipé pour pouvoir créer ma micro-entreprise puisque quand on est mineur en France, en fait, tu peux pas créer de boîte. Du coup, je me suis émancipé et j'ai créé ma première micro-entreprise. Je pense que tu connais le dropshipping. Alors, je faisais ça, mais un peu une variante au départ. Puisqu'en fait, si tu veux, moi, j'avais directement une personne en Chine et j'achetais des stocks. En fait, la grosse différence, c'est que les dropshippers, ils ont pas de stock. Et moi, j'avais des stocks et du coup, je faisais de l'achat-revente sur un site e-commerce. Et en fait, je voyais pas ça comme une finalité. C'était vraiment, je voulais faire du business et forcément, il me fallait de l'argent. Et quand on est étudiant, on n'a pas d'argent. Et donc, je me suis lancé dans ça. Ça a plutôt bien marché pour moi et du coup, j'ai pu gagner mes premiers sous en étant dans l'e-commerce en fait et en comprenant un peu les mécanismes aussi. Du coup, les boutiques en ligne, j'étais sur Shopify et justement, ça va faire la transition. Mais Klaviyo aussi, du coup, j'utilisais Klaviyo sur ma propre boutique en ligne. À l'âge de mes 18 ans, du coup, j'ai fait une prépa et j'ai arrêté au bout d'un an puisque du coup, je voulais lancer mon projet. J'avais ça en tête depuis très longtemps et du coup, j'ai arrêté mes études si tu veux et je me suis lancé et là, ça fonctionne très bien. On a une belle croissance depuis 6 mois au niveau de l'agence et du coup je suis hyper content que ça ait marché tout simplement. J'aime beaucoup le fait que tu me dises ça va aller vite, comme si s'était rien passé, juste avant de m'annoncer que tu t'es émancipé à 17 piges pour monter ta première boîte. Je trouve ça assez fascinant. Non, mais en vrai, c'est hyper inspirant et c'est hyper intéressant aussi de savoir qu'en fait, t'as été vendeur avant avant de piloter des campagnes, etc. T'as été de l'autre côté de la barrière. Exactement. Et ça a été hyper formateur. Non, mais de fou, parce que tu vois aussi et tu comprends quelles sont les frustrations et quelles sont les problématiques que peuvent rencontrer les marchands. Et t'as pas besoin d'être le meilleur marchand du monde pour te prendre les pains qui font mal et qui te disent ah ouais, mais en fait là il y a sûrement une douleur qu'on peut aller résoudre quoi. Actuellement, on travaille uniquement sur l'outil Klaviyo. Mais je pense que de connaître uniquement l'outil Klaviyo, ça suffirait pas, puisque là maintenant, je connais du coup Shopify, PrestaShop, un peu Magento, et je peux avoir des vraies discussions avec mes prospects et mes clients sur l'e-commerce en général, et pas que le CRM, et pas que l'email marketing. C'est vraiment axé tout e-commerce,
Et j'ai un peu, du coup, les deux perspectives, en fait. Ah, mais ça, je pense que ça fait une énorme différence sur la qualité du service. Ne serait-ce que parce que d'un point de vue empathie, tu es capable de te mettre à la place de la personne que tu as en face et de comprendre un peu qu'est-ce qui a de l'importance pour lui ou pas. C'est pour moi un peu la différence entre les techniciens et les entrepreneurs. C'est que le technicien, il est très fort techniquement, on n'a rien à lui reprocher, mais il sait pas forcément se mettre à la place de son client. Et ça, mine de rien, c'est un gros atout. Et donc, du coup, tu as fondé ton agence dès le départ ou tu t'es lancé d'abord un petit peu en free et comment ça s'est passé cette transition? Alors, de base, bah, j'ai commencé tout seul, donc forcément, j'étais en freelance. Mais je savais dès le début, en fait, que je voulais pas rester freelance. Ça, je saurais pas vraiment te dire pourquoi, puisque, tu sais, j'ai un peu envisagé les deux options, parce que d'un côté, tu peux rester freelance, bien gagner ta vie et avoir, c'est assez stable, tu vois, c'est pas trop de stress, j'ai envie de te dire. Et d'un côté, monter une agence où là, tu vas essayer d'avoir plus de clients, forcément, mais du coup, tu as aussi la partie ressources humaines, donc tu vas être obligé de recruter au bout d'un moment pour monter une agence. Et je suis en plein dedans, là, actuellement. J'ai, semaine prochaine, un CDD qui arrive, Alexandre. Et là, sinon, il y a 3 personnes à mi-temps, donc 2 copywriters et une designer. C'est Harold Garda de Com Media, enfin Com et Com Media du coup, qui a publié un post là-dessus ce matin sur LinkedIn que j'ai trouvé très vrai justement où il explique que en ce moment la mode notamment sur LinkedIn elle est très axée sur les solopreneurs, sur les freelances, sur les gens qui vont Hmm. faire beaucoup d'argent tout seuls en bossant assez peu. Enfin, c'est en tout cas le copywriting un peu à Les la sauce digital LinkedIn. nomades. Exactement. Et lui disait qu'il se reconnaissait pas du tout là-dedans et que bah voilà, aujourd'hui il avait une équipe de 35 personnes et que c'était ce qui le rendait le plus fier et que c'est ce qui le faisait le plus kiffer quoi. Je pense que c'est assez inexplicable ça pour le coup. Je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour l'un et d'autres qui sont Ouais. faits pour l'autre et qu'il n'y a pas vraiment d'explication à ça. Et l'explication elle est à mon avis assez peu rationnelle. C'est que si tu cherches à rationaliser le truc, tu vas de toute façon arriver sur des choses qui n'ont pas de sens. Tu vois, dire objectivement d'un point de vue stress, d'un point de vue revenu, d'un point de vue qualité de vie, il n'y a pas beaucoup d'éléments factuels qui te Ouais, il y permettent a aucun avantage. d'envisager que recruter une grosse équipe, ce soit beaucoup plus sympa, quoi. Mais ça permet d'aller plus loin, ça permet d'aller faire plus de choses, d'avoir plus d'impact. Enfin, ouais, c'est assez intéressant. Du coup, pour moi, l'idée, c'est ce que je te disais un petit peu avant qu'on démarre, c'est de voir un peu comment est-ce qu'on pourrait donner des conseils aux e-commerçants qui nous écoutent et comment est-ce que si aujourd'hui moi je suis e-commerçant et je veux démarrer une stratégie d'emailing ou alors j'ai une stratégie d'emailing et je voudrais la perfectionner, on va imaginer que je suis vraiment au rudiment, voilà, j'envoie deux trois newsletters par-ci par-là, je relance un petit peu mes paniers abandonnés parce que Shopify m'a quand même dit qu'il fallait que je le fasse en gros sur mon dashboard, mais à part ça j'ai pas grand-chose en place et je me rends bien compte que c'est pas terrible. Si on part de ce postulat-là, la question que je me pose moi, c'est par où je commence. C'est quoi le plus important? Où est-ce que je mets mon énergie? Comment est-ce que j'attaque un peu autour de tout ça? De toute façon, je pense que je t'apprends rien si je te dis que le but en e-commerce, c'est de multiplier les points de contact, puisqu'il me semble qu'en moyenne, pour qu'une personne achète sur ton site, il faut qu'elle soit en contact avec ta marque au moins 8 fois ou 9 fois, je ne sais plus exactement l'étude. Et en fait, le but, c'est vraiment de rester dans la tête de tes prospects et de tes clients pour que, imaginons que tu vends des gummies, pour que si un prospect, à un moment donné, il se dit, bah voilà, je suis un peu fatigué, j'aimerais bien prendre des gummies, la personne, elle pense gummies, bam, elle va penser à ta marque. Et pour moi, l'email marketing, c'est vraiment ça, c'est rester dans la tête des gens. Et au niveau de l'email marketing, nous, on sépare vraiment en deux parties. Tu auras d'un côté les automatisations et d'un côté les newsletters. Et je pense que les newsletters, tout le monde connaît. C'est ce que vous recevez de la part de Nike, de Zalando ou de n'importe quelle marque. Par contre, les automatisations, ça, c'est un peu différent. Ça va être vraiment une expérience personnalisée, ça va être des parcours clients. Et donc, comme tu disais, dans les automatisations, il va y avoir la séquence de panier abandonné qui est hyper importante. Mais en fait, il y en a plein d'autres. Et généralement, c'est assez oublié. Tu vas avoir des automatisations qui sont liées directement à l'activité sur le site. Par exemple, encore une fois, les paniers abandonnés, mais aussi la séquence de bienvenue lorsqu'une personne va s'inscrire à la newsletter, l'abandon de la vue de produit, par exemple. Donc ça, c'est les automatisations qui sont déclenchées avec une activité sur le site, mais tu vas avoir aussi des automatisations qui seront plus personnalisées. Je pense que tu connais le concept de compléter votre look, par exemple pour les marques qui vendent des vêtements, c'est-à-dire que tu achètes une robe, ils vont te proposer, je sais pas, un accessoire avec. Ça, tu peux le faire dans l'emailing, c'est-à-dire que les personnes qui vont acheter telle robe, tu peux décider de 30 jours après l'achat, pousser par exemple un accessoire qui irait bien avec la couleur de la robe. Si j'extrapole un peu, la première étape dans ce Ouais, parcours-là, ça va être la collecte de l'email. Parce que si je veux pouvoir déclencher ma séquence ouais, d'emailing, si je veux pouvoir automatiser, si je veux pouvoir faire quoi que ce soit, étape 1,
je collecte Ouais. l'email de mon visiteur. Vraiment, la première étape, ça va être de grossir la base de données. Moi, ce que je conseillerais dès le début, c'est de profiter du trafic que tu as sur ton site internet et ça serait de mettre en place un pop-up. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout mettre des pop-up. Tu peux décider quand tu veux le déclencher. Donc, si tu trouves que c'est trop intrusif, tu peux mettre des délais du style 10 secondes avant que le pop-up se déclenche. Ça reste la méthode la plus efficace pour grossir une base de données. Et c'est hyper important de le mettre en place dès le début, dès que tu as du trafic en fait. Il y a, je suppose, une incentive à pousser ça parce que dans l'idée, je vais potentiellement envoyer du trafic froid. Mon trafic, là, il est plus ou moins qualifié parce que ou c'est du trafic vraiment froid qui provient d'Ads, c'est le premier contact, le premier point de contact avec ma marque. Et dans ce cas-là, j'ai envie de pouvoir les capter pour pouvoir déclencher de l'automatisation derrière. À l'inverse, je peux potentiellement avoir des gens qui me connaissent déjà, qui sont tièdes. Je vais considérer que s'ils sont chauds, j'ai déjà eu l'opportunité de capter leur mail, donc on va moins en parler. Quel incentive tu pousserais là-dessus dans l'idée, reprenons l'exemple des gummies qui était très bien. Imaginons que je suis une marque de gummies, donc j'ai mes petits bonbons qui vont me donner un coup de fouet. Parce que bon, on a le classique pourcentage de discount, inscris-toi pour recevoir 10%, etc. Mais il y a peut-être d'autres choses, je sais pas, pour le coup, qui sont fonctionnelles. Qu'est-ce que tu conseillerais toi là-dessus? Alors la réduction sur la première commande, ça fonctionne. Si vous le mettez en place, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont s'inscrire. Vous aurez, je pense, un taux de submission du pop-up entre 2 et 5%. Ça dépend un peu de la promotion offerte et du type de marque. À l'agence, on n'est pas trop fan de ça puisque on essaye d'éviter au maximum les codes promo puisque sur le long terme, si vos clients s'habituent à acheter avec des codes, avec des réductions, ben ils vont plus jamais acheter sans réduction tout simplement. Et du coup, nous, récemment, on a testé pour 2-3 clients une offre un peu différente qui est inscrivez-vous à notre newsletter et tentez de gagner un bon d'achat de 100 euros. Le premier email qui est envoyé, donc dès l'inscription de la personne, la condition c'est que il faut rester dans la newsletter pour pouvoir être tiré au sort. Et le petit truc en plus, c'est que le tirage au sort arrive tous les mois en fait. Et en gros, les personnes, si elles restent dans la newsletter, elles ont une chance d'être tirées au sort. Et une dernière condition qu'on a rajoutée à cette offre, c'est qu'en fait, on avait peur que les personnes qui s'inscrivent via ce pop-up attendent d'avoir les résultats du concours avant de passer commande, pour voir si elles sont la gagnante du concours, par exemple. Et du coup, nous, on a mis une condition qui est que elles peuvent passer commande dès maintenant et que si la personne est la gagnante du tirage au sort, elle peut demander d'être remboursée sur une commande précédente. Et si, par exemple, elle a commandé pour 80 euros, elle demande d'être remboursée sur les 80 euros, elle aura 20 euros de surplus à dépenser sur la boutique en ligne. Donc comme ça, les personnes n'attendent pas pour commander. Il y a une incentive. C'est pas une réduction. En soi, si vous dépensez 100 euros par mois pour donner un code promotionnel, c'est rien par rapport à un 10% pour chaque première commande. Et encore une fois, voilà, ça ternit pas l'image de marque en fait. Ouais, non, j'avoue que c'est une super bonne stratégie. Tu parlais tout à l'heure du taux de complétion. C'est indiscret de te demander quels sont les taux de complétion avec ce genre de stratégie? Alors justement, j'ai dit qu'on l'a testé pour 2-3 clients. Pour 2 clients, on a remarqué que le taux de submission ou de complétion, il était supérieur qu'une offre typique style 10%. Donc là, c'était win-win, c'était incroyable. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui s'abonnent et on a une offre qui est bien mieux et bien plus viable sur le long terme. Mais par contre, le troisième client, le taux de submission était bien plus bas. Donc on a remis le 10%. Mais par exemple, pour un de mes clients, où on a mis cette offre, donc c'est pour ça que je vous recommande de tester, de faire des A/B tests sur les pop-ups, c'est hyper important. On a un taux de submission qui est de 8% pour les mobiles et de 10% pour ordinateur. En sachant que c'est du trafic froid, parce que c'est des personnes qui ne connaissaient pas la marque de base, ce qui est énorme. C'est extrêmement fort. Et tu as une idée de pourquoi ça n'a pas marché sur ton troisième client? C'est des marques qui sont pas du tout dans la même niche et ils ont des clientèles totalement différentes, pardon. Et je pense que ça va être la différence d'âge entre les personas. Du coup, c'est vrai que c'est une stratégie qui est hyper intéressante, que pour le coup, j'ai jamais vu ailleurs. Il y avait un truc qui tournait pas mal sur Shopify, fut-il un temps, c'était un. Tu sais, là, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu ce truc-là d'ailleurs, je sais pas ce qu'ils sont devenus. C'était une espèce de roue, c'était une app Shopify La qui faisait roulette? ça. Ouais, exactement. Et ça, on en voyait partout, 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 et c'est tombé dans l'oubli. Pour les gens qui nous écoutent et qui voient pas de quoi je parle, globalement, c'était une pop-up qui apparaissait sur le site. Tu rentrais ton email, tu cliquais sur valider, et tu avais une roue qui tournait façon roue de la fortune, et qui s'arrêtait sur un discount, enfin sur quelque chose, sur un cadeau ou pas d'ailleurs, tu pouvais aussi ne rien gagner. Et donc, bah voilà, tu avais ou un bon d'achat, ou une réduction, ou enfin voilà, une incentive particulière. Mais je pense que ça devait quand même être extrêmement puissant, dans le sens où tu avais ce truc très visuel de la roulette, tu vois. C'est vraiment. Je pense à ça parce que tu as quand même ce côté un peu tirage au sort, un peu tu mets ton email et tu sais pas vraiment si tu vas gagner ou pas.
c'est gamifié. Enfin, je suis désolé pour l'anglicisme, mais c'est gamifié. Et nous, on essaie de faire ça. On a envie de tendre vers ça, d'essayer de rendre l'email marketing plus cool, surtout pour les audiences plus jeunes. J'avais une petite question purement technique. Vous avez un outil en particulier pour effectuer le tirage au sort ou c'est juste vous exporter dans Excel et let's go? Un peu compliqué, puisqu'en fait, si tu veux, pour les deux marques, je l'ai pas précisé, mais sur une des deux marques, on a mis en plus une condition au niveau de ce tirage au sort, qui est que il faut à la fois être dans la newsletter pour espérer gagner les 150 euros de réduction, mais en plus de ça, il faut avoir acheté sur le mois en cours en fait. Et si tu achètes en dessous de 100 euros, tu as une entrée. Entre 100 et 200 euros, tu as deux entrées, etc., etc. pour chaque palier. Et si tu veux, c'est une marque avec un panier moyen de 400 $, je dirais. C'est une marque internationale, si tu veux. Et donc là, c'est un peu galère le tirage au sort. On fait sur un tableur. Mais sinon, ce qu'on fait pour l'autre marque, si tu veux, dans Klaviyo, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Pick a Sample. Et en gros, on a notre segment qui regroupe toutes les personnes qui sont inscrites à la newsletter. On clique sur la fonctionnalité qui va tirer un échantillon et on choisit un comme donnée de l'échantillon et ça va tirer une personne au hasard de cet échantillon de newsletter. Donc c'est hyper facile, hyper simple. Et on l'a retiré une seconde fois le dernier mois, on l'a retiré parce que c'était tombé sur improbable, c'était tombé sur une personne de l'équipe, de la marque. Donc on a retiré le tirage au sort, on est fair play. Du coup, tu parlais de gamification. Tu disais que c'était un peu par là que vous vouliez aller. Enfin, de rendre en tout cas l'email marketing plus cool, notamment pour les plus jeunes. Et c'est vrai que c'est une question que je pense on doit se poser. Parce que enfin, ça fait des années qu'on nous dit que l'email est mort, que Messenger, Instagram, Telegram, WhatsApp va le remplacer. Enfin, dès qu'on voit un réseau avec une messagerie arriver, il va remplacer l'email. La vérité, c'est que l'email n'est pas remplacé. Ça fait quand même maintenant quelques années que je suis le business en ligne de près ou de loin et que ben, clairement, les stratégies d'emailing ont toujours une part hyper importante dans la stratégie de tous les business en plus. C'est-à-dire que c'est l'une des rares disciplines qui est vraiment cross-business. Mais pour autant, j'aurais quand même une tendance à dire, alors c'est purement empirique ce que je vais dire là, mais si j'observe un peu autour de moi, alors bon, nous on est dans le digital, etc. Tu vois, on a les mains collées à nos téléphones et à nos boîtes mail parce que voilà, on est dans ce milieu-là. Mais j'ai plein de potes qui ont la vingtaine, enfin tu vois, entre 20 et 30 ans, qui sont pas du tout dans le digital. Et je doute qu'ils consultent leur mail aussi fréquemment que moi, tu vois. J'en suis même sûr que non. Enfin, tu vois, il y a plein de gens qui consultent pas leur boîte mail 10 fois par jour. C'est un effet de cercle. On a l'impression que tout le monde est comme ça parce que nous, on le fait comme ça, mais je pense que c'est pas le cas de 100% de la population. Et du coup, je me pose vraiment la question de oui, c'est quoi la manière dont on va capter les jeunes là-dessus et enfin les jeunes. Attention, on dirait que je suis un c'est vrai que je suis un vieux quand je dis ça. Mais enfin, comment tu vas capter la nouvelle génération, tu vois, avec des gens qui sont pas forcément aussi habitués que les générations précédentes à l'email et qu'est-ce qu'on fait pour aller les capter et pour aller rendre ça cool, quoi, en fait. C'est ça le fond de la question. Je te dis ça aussi d'un point de vue consommateur. Moi, j'aimerais voir plus d'emails comme ça. C'est des emails, pardon, un peu plus personnels de la part des marques. Par exemple, moi, j'adore les trucs du style présenter les employés. Ou par exemple, une entreprise de cosmétiques, elle peut par exemple mettre en avant la routine d'un employé. C'est-à-dire dire, voici notre directrice marketing, voici sa routine, son top 3 des produits qu'elle utilise de notre marque et mettre pourquoi pas un petit commentaire de cette directrice marketing du style j'adore ces produits, je les utilise parce que ça et ça, et ça donne un côté plus humain aux entreprises et j'ai l'impression que tout tend vers ça au final, de redonner une belle image aux boîtes et de communiquer de façon transparente. Et ça, j'aimerais le voir de plus en plus, tu vois. Je sais pas si tu as déjà vu des emails comme ça, mais moi j'en vois pas tant que ça. J'en vois très peu. Je réfléchis à si j'ai des exemples. Je crois que tu vois, Wopilo pour le coup le fait un petit peu. Ils ont une communication qui est assez clean comme ça, où le CEO n'hésite pas à se mettre en avant. Ils ont une web série avec un influenceur, avec Major Mouvement, qui est hyper cool, où voilà, Thomas le CEO fait des interventions. Ils ont Louise, je ne sais plus quel est l'intitulé de son poste, Louise si tu m'entends, mais qui est pareil, qui est très en avant sur les réseaux. Et ça, c'est assez cool, mais effectivement, c'est des trucs qu'on voit pas souvent. Et je suis d'accord avec toi. Je pense que pour le coup, c'est un peu la tendance générale quand même au personal branding, enfin à l'idée de remettre de l'individu au centre, d'empower un peu Ouais.
les salariés des boîtes et de mettre de l'humain en avant. C'est clair que oui, la newsletter toute nulle où tu as juste 4 images et un gros moins 50% là au milieu. La newsletter commerciale, ça marche et ça marchera toujours. Et c'est important de le faire, par exemple pour annoncer les soldes si vous les faites, le Black Friday si vous le faites. Mais de ce côté humain, il faut en rajouter. Et moi, ce que je vous recommande de faire, c'est hyper important. C'est, alors c'est un terme anglais, je pourrais pas le traduire, mais c'est des encore campaigns, des newsletters encre, je sais D'ancrage. pas. Ouais, d'ancrage. Et en fait, le principe, c'est d'avoir une newsletter régulière avec un concept. En fait, c'est créer un concept. Par exemple, une newsletter qui tombe tous les mois pour, je vous le disais, par exemple, mettre en avant la routine d'un employé si vous faites de la cosmétique. Ou alors, nous, ce qu'on va faire pour un de nos clients, et c'est aussi un autre sujet de l'email marketing, c'est du coup les UGC, User Content Generated Content. Ça, on peut l'utiliser en email marketing. Ce qu'on va faire avec une marque, en fait, ils vendent des soins pour animaux. Et généralement, ils ont des avis clients incroyables du style, vous avez sauvé mon chien, vous avez sauvé mon chat, c'est incroyable tout ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va contacter ces personnes qui laissent des avis comme ça. On va leur demander des photos de la personne avec son animal de compagnie, avec un commentaire, avec voilà de tout ce qu'ils peuvent nous donner. Basé sur ça, on va construire la newsletter. On va leur montrer, demander leur accord avant, bien sûr. Et enfin, on va mettre en avant le produit qu'ils ont utilisé pour, par exemple, sauver le chien, sauver le chat. Et ça, on compte le faire tous les mois. Et en fait, on va réutiliser le contenu qui est généré directement par les utilisateurs. Et en plus, c'est un contenu qui est vrai, puisque c'est voilà, des personnes qui l'ont utilisé et qui ont apprécié le produit. Et c'est important de, sans parler de faire exactement ce concept, d'avoir une newsletter régulière où les personnes qui sont inscrites peuvent, au bout d'un moment, s'y attendre en fait et se dire ah bah voilà, la semaine prochaine, j'aurai la newsletter de telle marque et je vais apprendre ça sur l'entreprise par exemple. Ça, pour le coup, c'est des choses que je vois un petit peu plus en B2B, alors que pour le coup, j'aurais tendance à penser que ça marche beaucoup mieux en B2C. Pour le coup, tu vois, des emails très personnels, tu vois, signés d'un nom unique aussi, ce genre de choses. Parce que tu as des communications qui sont très anonymes, y compris en B2B, hein, pour le coup. Des choses où vraiment c'est impersonnel au possible, tu sais pas qui t'écrit, enfin, c'est la compagnie t'écrit, quoi. La compagnie au sens américain, l'entreprise t'écrit, quoi. Alors que, tu vois, Germinal, par exemple, c'est une boîte de growth, pour ceux qui les connaîtraient pas, une boîte Ouais, qui fait de la growth et qui fait notamment de la formation en growth. Et pour le coup, ça a été parmi les premiers, en tout cas, que j'ai découvert avec ce genre de format, où pour le coup, ils avaient une newsletter B2B, mais qui était, alors pour le coup, très newsletter euh, enfin informationnel. Non, puisque il y avait vraiment du contenu, c'était très formateur, très pédagogique. C'était presque plus, tu recevais un article de blog presque dans ta boîte mail. Donc assez proche de ce que font depuis très longtemps les infopreneurs, mais ramené dans un contexte B2B agence et signé toujours de la même personne. Et du coup, c'était hyper intéressant parce que en fait, tu t'attaches. Et tu vois, encore aujourd'hui, il y a eu Grégoire, il y a eu Nina, maintenant il y a Claire, qui sont les senders de ces newsletters-là. Et c'est des gens que j'ai en tête, ouais, littéralement, tu vois. Enfin, c'est des gens dont je peux citer le prénom, alors que pour le coup, je les connais pas du tout personnellement. C'est-à-dire, on n'a pas d'interaction c'est un truc de personnelle, fou. ce qui est quand même assez incroyable, tu vois. Ça veut dire que par l'email, tu crées quand même une relation hyper personnelle et hyper forte avec des gens que tu connais pas dans un contexte B2B. Ce qui est quand même assez incroyable. Évidemment que oui, en B2C, je suis convaincu que ça doit cartonner très très fort ce genre de stratégie. Ben, on te dira quand on testera ça avec la marque Bah, de j'ai produits de j'ai soins. hâte de savoir. Mais on est convaincu que, franchement, tu regardes les commentaires qu'ils ont en plus. Surtout, voilà, si vous avez des bons retours, il faut les exploiter. Et enfin, c'est gratuit, c'est incroyable. C'est une ressource qui est inépuisable en plus. J'interromps cet échange 2 petites secondes pour te rappeler que si ce contenu te plaît, tu peux penser à t'abonner si tu regardes cette vidéo sur YouTube ou à nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est hyper important, ça nous aide à faire connaître le podcast et à recevoir des invités toujours plus intéressants. Alors merci à toi de prendre le temps. Allez, je te laisse avec la suite. L'un des trucs que je trouve assez sous-estimé, c'est la partie justement collecte d'avis. Qui est en général une séquence qui est assez mal exploitée de la part des marques, où genre juste dans ta confirmation de commande, on va te dire vous avez, ce que j'adore, hein, c'est la confirmation de commande, on te dit si vous avez aimé le produit, n'hésitez pas à mettre un avis. Oui, mais je ne l'ai pas encore reçu. Et même si c'est bien fait, enfin en général c'est quand même toujours un peu bancal, c'est oui ok quand ton produit il est marqué comme arrivé, enfin comme livré par le transporteur, tu vas envoyer un petit mail qui dit bon si Ouais. vous avez aimé le produit, laissez-nous un avis.
Mais je trouve en règle générale, c'est pas hyper bien exploité, ce genre de séquence. Et je me demandais du coup si c'était quelque chose que vous aviez mis en place ou si c'était Ouais, juste des UGC qui viennent d'ailleurs, quoi. nous, il y a deux choses qu'on fait vraiment. Tu vas avoir, bien sûr, tu vas collecter l'avis. Donc ça, c'est pour pouvoir mettre en avant des avis clients. C'est des choses que tu vas utiliser. Et tu peux avoir aussi de la data que tu vas collecter, mais cette fois-ci, c'est plus pour de l'analyse. Et là, on va passer par des NPS. Je sais pas si ça te parle, le terme NPS, Net Promoter Score. Net Promoter Score, ouais. Et donc le premier, c'est la case des avis. Donc ça, c'est le classique. Tu envoies un email pour le collecter. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant avec Shopify, donc tu le sais, forcément c'est ton domaine, Shopify, il y a tout un écosystème d'applications et tu peux avoir des applications du style Judge Me ou plein d'autres, reviews.io. Généralement, elles se connectent très bien avec Klaviyo, ce genre d'application, et tu peux envoyer par exemple les emails directement de Klaviyo. Et ce qui est intéressant, c'est que certes, tu vas demander l'avis client, mais ce qui est bien, c'est que derrière, une fois que tu as reçu l'avis client, c'est pas terminé en fait. Et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est que dès qu'on le reçoit, l'avis, c'est de bien sûr remercier la personne, donc lui envoyer un email pour la remercier. Et si vous utilisez une application qui s'intègre avec Klaviyo, ce que vous pouvez faire, c'est envoyer un email différent en fonction de la note laissée par l'utilisateur, par le consommateur, pardon. Donc par exemple, nous, si la personne a laissé un avis entre 3 et 5 étoiles, on va tout simplement la remercier. Mais si c'est en dessous, on va la contacter et enfin c'est automatique hein, bien sûr. On va la contacter, on va lui dire on est désolé que l'expérience n'était pas à la hauteur de vos attentes et pourquoi pas laisser je sais pas les coordonnées du SAV si jamais ils ont une question ou si jamais ils ont une recommandation. Et c'est hyper important de traiter les clients satisfaits comme les clients pas forcément satisfaits. Oui, surtout que ça te permet de créer une expérience qui est simple, enfin, une vraie expérience sympa, y compris pour les gens qui sont pas satisfaits, et de capitaliser sur les retours qu'ils ont à faire potentiellement. Parce que les gens qui sont très satisfaits de ton produit, quelque part, ils t'apportent moins que les gens qui sont capables de te faire un retour négatif et constructif. Parce que bon, Ouais. encore une fois, si c'est juste un retour purement négatif, bon, ça n'apporte rien, mais ok. Ah, c'est hyper intéressant. Sur la partie automatisation, parce que là, du coup, tu me parlais voilà, d'automatiser un email différent en fonction de la note, etc. Je sais, pour avoir déjà mis les mains dedans, parce que ça arrive qu'on on ait quelques petites demandes, mais je vais jamais très loin, que Klaviyo est hyper sophistiqué, hyper intelligent sur le sujet, sur les possibilités de segmentation, sur ce genre de choses. Honnêtement, pour moi, presque un peu trop, parce que pour le coup, je suis un néophyte et ça m'est arrivé de dépanner un client qui a besoin vite fait parce qu'il n'est pas du tout à l'aise avec le truc, de lui préparer un petit segment vite fait parce que voilà. Mais honnêtement, moi j'ai toujours le sentiment de me retrouver un peu face à l'usine à gaz. Et je pense que honnêtement, c'est plus lié à un manque de méthode qu'à un manque de, enfin, qu'à un défaut de l'outil. Euh, et du coup, ça m'intéresse un peu. Tu vois, si je suis justement une marque qui veut démarrer avec l'outil, si demain je veux me lancer avec Klaviyo et j'ai envie de faire mes premières automatisations. Donc on a parlé de la collecte, bon là on a parlé un peu des UGC, mais selon toi, c'est quoi les premières automatisations que je dois mettre en place et comment je m'y prends pour que ce soit pas justement l'usine à gaz et pour que ce soit pas une galère à piloter. Parce qu'on va imaginer que voilà, j'ai une petite équipe, je décide que voilà, je vais allouer un peu de mon temps et de mes ressources à cette stratégie-là, mais bon, qu'est-ce que je fais pour que ce soit à la fois le plus rentable possible et le moins galère à piloter? Alors nous, si tu veux, il y a tout un panel de flows qu'on va mettre en place pour tous nos clients, sans exception. Donc en fait, c'est des flows que tu peux mettre pour tous les e-commerce. Et généralement, une fois que cette mise en place de flow est faite, on va mettre en place des flows qui sont plus spécifiques à l'e-shop, à l'e-commerce de notre client. Mais dans cette gamme de flows qui sont, je pense, indispensables, en priorité, ça serait de mettre un flow de bienvenue, c'est-à-dire que la personne va s'inscrire à la newsletter. C'est important de l'accueillir. Donc à la fois de confirmer son inscription dans un premier email. Ensuite, pourquoi pas présenter votre marque. C'est le moment où vous pouvez mettre de l'humain au centre de vos emails. Donc présenter votre équipe, pourquoi pas, vos processus de vos process de fabrication. Et ensuite mettre en avant vos produits, vos best-sellers, avec dans une optique de leur faire découvrir vos collections par exemple. Et de vendre aussi tout simplement. La séquence de bienvenue, donc hyper importante, connecté à votre pop-up, à votre footer en bas de page, à absolument tout. Également la séquence de panier abandonné, puisque faut pas la laisser sur Shopify, utiliser soit Klaviyo, soit Sendinblue, ou quelque chose d'autre, mais hyper importante. Nous on sépare la séquence de checkout, donc c'est les personnes qui vont jusqu'au checkout
et qui vont abandonner avant de passer au paiement. Mais on a aussi les personnes qui ajoutent au panier, puis qui vont quitter le site internet. Donc, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas jusqu'au checkout, elles s'arrêtent juste à l'étape du panier. Et on peut recibler ces personnes si on connaît déjà leur adresse email dans la base donnée. Avec Klaviyo, c'est possible par exemple. Donc on a ces 3 automatisations et on a même une automatisation qui vient avant l'ajout de panier, c'est-à-dire c'est lorsqu'une personne va voir vos produits. Une personne que vous connaissez, qui du coup a son adresse email dans votre base donnée, se connecte sur le site, regarde 1 ou 2 produits, puis quitte le site internet, c'est possible de lui envoyer un email. Et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est au niveau de cette automatisation, ne pas être trop intrusif, puisque la personne, elle n'est pas dans une optique d'acheter, c'est-à-dire qu'elle a juste regardé des produits, donc on se calme et juste on lui envoie un email de rappel en fait pour multiplier les points de contact et pourquoi pas la guider dans sa recherche. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si vous vendez des vêtements pour femmes, imaginons qu'elle a regardé des robes, vous pouvez mettre en avant vos robes best-seller, par exemple, en plus de son article, parce qu'en fait, c'est possible de réafficher les articles que la personne a vus. Donc, c'est hyper puissant. C'est plus ou moins les flows qui sont hyper importants à mettre en place dès le début, en fait, puisqu'ils sont liés directement à l'activité sur votre site internet. Et après, une fois que c'est mis en place, pourquoi pas une séquence de post-achat, une séquence de win-back, une séquence de sunset. Sunset, c'est les personnes qui n'ont plus engagé avec votre marque depuis un certain moment. Mais je pense pas que ce soit la priorité dès le début en tout cas. Ouais, hyper intéressant sur cette partie vue de produit. Pour le contexte, on est le 5 septembre quand on enregistre cet épisode. Donc dans un mois, c'est Q4, qui est une période hyper chargée en e-commerce. Je l'apprends à personne. Et donc du coup, nous, on est quand même déjà en train de préparer le dernier trimestre de l'année, etc. Et clairement, là, avec les recherches de cadeaux, etc., des gens qui vont voir des fiches produits et qui vont se balader sans jamais ajouter au panier, enfin, il va y en avoir des tonnes. Parce que les À gens fond. vont être en pleine recherche du cadeau idéal, etc. Et ils vont être en plus sursollicités de messages publicitaires dans tous les sens, avec le Black Friday, le Cyber Monday, les French Day, enfin, tout ce que, tout ce qu'on connaît de la fin d'année. Et donc oui, je pense que ça, clairement, ça, c'est des séquences qui sont, pour le coup, à mon avis, en plus, extrêmement sous-exploitées. J'avoue que j'ai pas le sentiment, en tant que consommateur, tu vois, de me prendre tant de ces séquences-là. Quand on me donne accès à un compte Klaviyo, généralement, quand je commence à travailler avec une nouvelle marque par exemple, dans 80% des cas, ça s'appelle le Browse Abandonment, donc ce dont on parlait, il n'est pas activé tout simplement. Et c'est vraiment dommage puisque généralement ça fait partie du top 3 des automatisations qui rapportent le plus de ventes. Et tu me parlais du coup de la différence que tu faisais entre le checkout, enfin l'abandon de checkout et l'abandon de panier. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Comment tu les traites? Enfin, quelle différence tu fais dans l'approche du message? Alors il faut savoir déjà que si vous installez Klaviyo sur votre boutique en ligne, il y a une intégration native à Shopify, Magento, PrestaShop, mais cette petite nuance de ajout au panier, elle n'y est pas dans l'intégration. Il faut rajouter un petit bout de code, une petite balise, et une fois que c'est installé, c'est bon. Généralement, on va pas changer quelque chose au niveau des emails. Peut-être quelques mots, c'est-à-dire que plutôt que de dire finaliser votre commande, ça serait plutôt revoir votre panier, par exemple, au niveau des appels à l'action. Donc être un peu moins insistant, et ça serait d'allonger, pourquoi pas, les délais d'envoi d'email pour être un peu moins intrusif. C'est-à-dire que par exemple, la personne a ajouté au panier, plutôt que de lui envoyer un email 2 heures après, ça serait plutôt 5 heures après. Et le second email, plutôt que de l'envoyer 24 heures après, ça serait plutôt 2 jours après. Et c'est important au niveau de Klaviyo, et ça c'est un problème qui revient à chaque fois. Comme tu disais, c'est un outil assez complexe. C'est que en fait, on peut mettre des filtres au niveau des flows. Il y a plein de paramètres dans tous les sens et c'est important que si une personne elle ajoute au panier puis elle va jusqu'au checkout, c'est important qu'elle ne reçoive pas à la fois l'automatisation d'abandon de vue de produit, mais aussi d'abandon du panier, mais aussi d'abandon du checkout. C'est une sur les trois, pas les trois. D'où l'importance de travailler avec des experts. Parce que ça, tu peux être sûr que... Enfin, honnêtement, oui, ça c'est clairement le genre de problème auquel tu peux, à mon avis, très vite être confronté. Et ça fait quand même un peu tâche. J'ai une anecdote à ce niveau-là. J'avais commencé à taffer avec des clients. Super boîte, super équipe, ils sont hyper sympas, mais la boîte, elle est géniale. Et en fait, si tu veux, ils avaient une séquence de paniers abandonnés sur Klaviyo et ils avaient mis un filtre. Ils avaient mis un filtre, je sais plus comment ils avaient fait, comment ils s'étaient débrouillés, mais en gros, cette séquence de paniers abandonnés, elle s'envoyait à toutes les personnes qui avaient passé commande,
mais l'envoi était bloqué pour les personnes qui n'avaient pas passé commande. Donc c'était vraiment inversé, c'est-à-dire que les personnes qui passaient commande recevaient un email qui leur disait bah voilà, votre commande n'est pas finalisée, terminez-la dès maintenant. Oh, le calvaire en expérience client, le calvaire en customer support, là. Oui, parce que ça veut Ouais, dire que vraiment. forcément, t'as des gens qui paniquent en se disant, mais ma commande, elle est pas finalisée, mais j'ai été Exactement. débité, mais j'ai... Oh là là, oui. J'imagine très bien le calvaire que ça peut être. Du coup, comme je le disais un peu en intro, donc on a parlé pas mal d'automatisation, de ce qu'on pouvait mettre en place et de techniquement, qu'est-ce qu'il y avait à faire. J'aimerais quand même qu'on puisse parler un peu, et le temps tourne, du contenu de ces emails, tu vois, parce Ouais. que, ok, donc maintenant on imagine que ces flows-là, je les ai mis en place. On a fait des choses qui sont ok, j'ai mes petits flows et mes automatisations qui fonctionnent, ils partent qu'aux gens qui sont censés les recevoir, et personne reçoit 3 séquences qui lui sont pas destinées. Mais maintenant, ben, la question, il y a deux choses. La première, c'est d'une, qu'est-ce que je mets dans ces automatisations? Parce que, à mon avis, le contenu est quand même un contenu particulier. Et après, c'est comment j'utilise cette base de données pour faire levier, et ça c'est plutôt peut-être dans une deuxième partie, sur de la communication beaucoup plus commerciale, de la newsletter. Ça m'intéressera de savoir un peu quels sont tes tips un peu là-dessus, qu'est-ce qui selon toi fait une bonne newsletter commerciale, VS juste je te balance mon catalogue produit au visage avec des photos et des prix. Déjà au niveau du contenu, si on parle directement du design, je pense que c'est important d'en parler. Je pense que c'est indispensable d'avoir une sorte de règle entre tous les emails et de garder une cohérence, c'est-à-dire de garder le même header, donc le même début d'email et le même footer, pareil au niveau de la fin, et de garder, en fait, ça devrait être une extension de votre site web, c'est-à-dire de garder les mêmes couleurs, les mêmes polices. Et sur Klaviyo, c'est maintenant possible avec le nouvel éditeur d'importer ces polices. Donc voilà, vous pouvez reprendre vraiment votre image de marque tout simplement. Donc c'est hyper important. Et ensuite, c'est d'aller direct. En fait, je l'ai en anglais, c'est straight to the point. En soi, il y a peu de personnes qui adorent lire des emails. Je pense qu'on est d'accord pour dire ça. Donc, c'est important que dès qu'une personne ouvre l'email, et c'est important sur téléphone surtout, puisque la majorité des utilisateurs sont aujourd'hui sur téléphone, c'est important que lorsqu'une personne ouvre un email, elle puisse savoir de quoi parle l'email directement, en un clin d'œil, sans avoir à scroller. Donc, c'est important si vous avez des titres, par exemple, de les mettre, pourquoi pas, sur le premier visuel, de sorte à ce que la personne puisse voir le sujet de l'email, en fait. Et de rester court. On a testé plusieurs fois sur plusieurs clients, par exemple au niveau des newsletters, des formats longs et des formats courts. Et à chaque fois, les formats courts restaient ceux avec les meilleurs résultats. Ça me fait me poser une question justement sur l'aspect court et droit au but. On voit enfin, ça fait plusieurs fois en tout cas que je vois passer des marques, plutôt aux States, avec des campagnes d'emailing qui sont hyper sobres, qui te semblent Ouais, envoyées en direct. C'est-à-dire que là, t'as même plus de header, plus d'image, plus rien. C'est genre ouais, vraiment, moi j'ai déjà vu passer des mails à base de, t'as vraiment juste un texte en Arial sur un fond, texte noir, Arial, fond noir, enfin fond blanc. Genre, t'as l'impression que le mec l'a ouais. tapé dans Gmail, et genre vraiment c'est, ah ben t'es parti sans finir ton panier, tiens voilà 10%, salut. Et alors vraiment, bon là je pense qu'on atteint un peu, les Américains ont parfois des comportements d'achat qui sont pas du tout ceux des Européens. Mais je me suis dit, c'est quand même hyper fort parce que on est tellement allé loin dans justement les mails qui clignotent, tu vois, dans les années 2005-2010, avec des énormes, enfin, tu vois, des bannières, des gifs, des trucs. Enfin, fallait que ça clignote de tous les côtés, il fallait que ça fasse presque de la lumière et que ça fasse du son, quoi. Que ce retour à l'essentiel, vraiment au pur message, au pur copywriting, je le trouve intéressant. J'ai pour l'instant pas d'exemple en France de marques qui le font, mais j'aimerais bien que ça arrive. Donc si vous nous écoutez et si vous avez envie de faire ça, faites-le et dites-moi si ça marche. Je suis hyper curieux. Justement, ouais, on fait ça pour nos clients, puisqu'on a remarqué que c'est quelque chose qui marche énormément. Alors, on le fait pas au niveau des flows. Quand je dis flow, c'est automatisation sur Klaviyo. À part sur du post-achat, pourquoi pas. La séquence post-achat est hyper importante, surtout pour les premiers acheteurs, ceux qui achètent pour la première fois chez vous. C'est important de les rassurer en quelque sorte. Mais au niveau des newsletters, on a essayé. Donc sur Klaviyo, ça s'appelle du plain text. Donc c'est vraiment que du texte avec à la fin on peut mettre une signature, par exemple le fondateur. Et on a eu des newsletters qui fonctionnent mieux que des newsletters avec un super design, bien structuré tout ça. Et je trouvais ça assez fou, honnêtement, j'y croyais pas au début. Et du coup maintenant ce qu'on fait c'est qu'on aime bien tester pour chacun de nos clients. Ça dépend encore une fois de l'audience. Pour certains ça va très bien marcher, pour d'autres un peu moins.
Honnêtement, j'étais surpris, ouais. Je pense que ça va être un peu un retour. Tu vois, là, typiquement, j'ai échangé avec le fondateur d'une boutique qui s'est lancé vraiment fort dans le SMS marketing pour le coup. Et justement, ils ont toute une série d'automatisations et tout. Et là, pour le coup, c'est un exercice qui, d'un point de vue copywriting, est quand même excessivement dur. Je crois que tu as moins d'un tweet. Je crois que tu dois être limité à genre 120 ou 130 caractères. Enfin, puis je dis un tweet, mais maintenant c'est beaucoup plus que ça. Mais ouais, tu vois, enfin, t'as vraiment genre 120 caractères pour aller droit au but, quoi. En sachant que sur sur les 150 que tu peux mettre dans ton SMS, il faut qu'en plus tu inclues un lien de désinscription. Donc, t'es vraiment hyper limité. Alors après, c'est ce qu'il me disait. Ils ont des résultats incroyables parce que ce qu'il me disait, c'est que l'aspect hyper intrusif et hyper pushy du SMS devait y être quand même vraiment pour quelque chose. Et puis en plus, ils ont des produits qui sont assez peu chers, donc avec un comportement d'achat qui peut être assez compulsif. Donc bon, je pense qu'il y a une bonne recette, un bon mix Ouais. marketing. Mais pour autant, je me suis dit quand même que c'était un exercice qui était compliqué. Et enfin, clairement, là, quand tu passes en plain text, quand tu commences à envoyer une newsletter avec que du texte, tu peux pas te cacher derrière le design, tu peux pas. Enfin, c'est toi et ton copyright, quoi. Ouais, clairement pas. T'es bon marketeur ou t'es pas bon marketeur, mais il y a pas de bullshit, quoi. Mais à la fin de l'appel, je te dirai le nom d'une marque, tu t'abonneras à la newsletter, puisque ce soir, justement, on envoie une newsletter plain text rapport à cette marque. Mais on fait pas que ça, hein. On alterne entre design, des emails magnifiques et du plain text. Si par exemple, on veut faire passer des infos et qu'on veut vraiment capter les visiteurs et on veut qu'ils lisent le message et pas juste qu'ils le regardent en scrollant, des fois, on va utiliser le plain text, par exemple. On parlait un peu justement du contenu. Je suis tombé sur un de tes posts LinkedIn il y a pas longtemps et c'est ce que je te disais, je suis content qu'on puisse en parler. Justement parce que l'un des comportements un peu de débutant en emailing, c'est de pousser du code promo. C'est de se dire, allez, vas-y, si j'envoie du code promo, ça va convertir parce que voilà, je vais récupérer des gens. Tu vois, c'est des trucs qu'on voit typiquement très fort en panier abandonné. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant que ça. Tu vois, quand tu reçois un mail de panier abandonné qui te dit ah, vous avez oublié votre panier, tenez, voilà un code promo de 10%. Genre vraiment, tu te dis, mais en fait, si je l'avais payé plein tarif, si j'avais finalisé ma commande tout de suite, j'étais le dernier des pigeons. Moi, c'est vraiment comme ça que je le Clairement. ressens, tu vois. C'est tu te dis, j'aurais payé 10% trop cher mon panier parce qu'en fait, sous prétexte de rien, on vient de me filer 10%. Euh, Ça, c'est un peu le comportement de débutant en email marketing qu'on voit quand même assez souvent. Qui plus est, le monde du drop a quand même excessivement contribué à ça, parce que quand voilà, as besoin de convertir, et tu penses pas du tout à la lifetime value de ton client, à la valeur long terme de ta marque. Enfin voilà, il faut faire de l'argent maintenant parce que tu sais pas si tu continueras d'en faire demain. Mais du coup, pour revenir au post LinkedIn que tu as écrit, tu parlais justement du fait de ne pas bosser, enfin de votre choix de ne pas travailler à la performance, de ne pas être rémunéré sur un modèle de performance, justement Ouais. pour pas être tenté de dégrader l'image de marque. Je vais te laisser en parler parce que tu le feras beaucoup mieux que moi, mais j'aimerais bien qu'on puisse revenir là-dessus un peu justement sur votre modèle de fonctionnement, comment vous travaillez et pourquoi justement tu refuses d'être rémunéré à la performance, là où a priori, au vu des résultats que tu obtiens pour tes clients, ça pourrait quand même être intéressant pour toi d'un point de vue financier, quoi. Nous, on veut être de vrais partenaires et certes, on travaille sur Klaviyo, mais on veut être des partenaires sur tout l'aspect CRM, donc que ce soit aussi programme de fidélité ou absolument tout. Et quand on dit partenaire, c'est-à-dire que nous, nos clients, s'ils ont des questions même liées à l'e-commerce, on va les aider en fait. Et c'est vraiment dans cette optique que je voulais travailler tout simplement, puisque c'est des relations qui sont plus saines et c'est bien plus agréable de travailler comme ça. Et en fait, du coup, nous, l'avantage que ça nous donne, c'est que on est hyper neutre sur les décisions qu'on prend au niveau du compte Klaviyo. Parce que si vous taffez à la commission, honnêtement, c'est facile de générer 50% du chiffre d'affaires grâce à l'email marketing sur un mois. C'est hyper facile. C'est-à-dire que vous donnez 30% à tout le monde, vous envoyez une newsletter comme ça, vous envoyez à toute la base de données, vous allez voir les euros défiler. Vraiment, ça va marcher. De toute façon, on est persuadé que sur le long terme, c'est terrible et on veut construire des expériences qui sont différentes. Et par exemple, pour reprendre ton exemple du panier abandonné, de la séquence de panier abandonné, nous, on ne veut pas donner de code promotionnel ou de réduction dans les premières 24 heures. Le but, c'est de les rassurer, dans un premier temps en tout cas. Nous, ce qu'on fait, c'est que les 2 premiers emails, si on fait une séquence de 3 emails, les 2 premiers, ça va être tout simplement de la réassurance. Donc le premier, peut-être juste leur rappeler que le panier, qu'ils n'ont pas finalisé leur commande. Pourquoi pas mettre un peu d'humour aussi. Je vous conseille
d'essayer sur la boutique en ligne de Rhino Shield. Ils sont très très forts. Donc ajoutez au panier puis quittez le checkout. Vous recevrez la séquence. Ils sont très forts à ce niveau-là. Nous, généralement, ensuite, le second email, on met en avant des éléments de réassurance. Par exemple, je ne sais pas si vous avez la livraison gratuite ou alors le retour sous 14 jours, retour gratuit. Ça, c'est important de le mettre en avant. Ce qui peut être important, utile également et pertinent, c'est de mettre en avant le SAV. Si vous avez un numéro de téléphone, vous pouvez dire est-ce que vous avez une question, un doute par rapport à votre commande, contactez-nous tout simplement. Et ensuite, ça dépend de votre marque, ça dépend de votre image de marque, ça dépend de vos marges aussi. Mais ça peut être envisageable d'offrir un code promotionnel, pourquoi pas uniquement aux personnes qui n'ont jamais acheté chez vous, pour vraiment inciter de faire passer le pas de cette première commande, mais pas dans les premières 24 heures. C'est pas ce que je recommande en tout cas, mais dans tous les cas, il faut que vous testiez. Pour le coup, vous avez un ROI qui est hyper mesurable. Tu vois, je veux dire, tu peux savoir combien d'argent a généré une campagne marketing, enfin une campagne d'emailing. C'est pour le Ouais. coup assez facile à mesurer. Mais je te rejoins à 100% dans le sens où, effectivement, du moment où tu prends des décisions qui sont court-termistes, tu vas petit à petit détruire ta relation client et tu vas dégrader l'image de marque. Et pour le coup, effectivement, plomber des marges, ça va très vite quand tu files du discount de tous les côtés. Et du coup, sur la partie justement modèle, collaboration, ce qui, je pense, peut intéresser les gens qui nous écoutent, c'est de savoir un peu, ok, si on poursuit un peu notre exercice de pensée, euh, donc Ouais. on est une marque qui a débuté, on a mis en place nos petites automatisations, nos flows ils tournent dans Klaviyo, on a du bon contenu, on sait comment le brander, etc. Mais à un moment donné, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'accélérer, on a envie de se dire, bon bah ok, cette fois, j'ai besoin de passer à l'étape supérieure et je veux faire de l'emailing une vraie stratégie à part entière dans mon business, quelque chose qui va être impactant sur mon chiffre. Mais j'ai pas les ressources en interne, j'ai pas forcément envie de recruter. De toute façon, recruter quelqu'un qui est expert Klaviyo en interne, ça existe juste pas. Donc je vais me tourner vers un professionnel et je vais essayer d'aller trouver quelqu'un qui va gérer ça pour moi. Je tombe sur ton profil LinkedIn où on va faire l'exercice de pensée un peu différent sur celui de n'importe quel expert Klaviyo justement sur LinkedIn. J'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi et donc la question maintenant ça va être ben, à qui je délègue, qu'est-ce qu'il faut regarder, tu vois, justement, si je veux amorcer une collaboration saine et efficace, qu'est-ce qu'il faudrait que je regarde chez la personne avec qui je vais bosser, et puis, Ouais. bah surtout comment après, donc plutôt temps 2, mais comment je délègue efficacement, de quoi, tu vois, qu'est-ce qui fait que euh, tu vas pouvoir bosser dans de bonnes conditions et de quoi tu as besoin pour bien bosser et pour obtenir des résultats, quoi. Alors, je pense que ça dépend un peu de ton besoin. Et nous, en fait, à l'agence, on offre deux prestations. D'un côté, on a la prestation consulting où je suis la seule personne engagée. Donc, c'est vraiment moi, l'expert Klaviyo, qui vient et qui vous accompagne, que ce soit de l'audit, suivi des performances ou des recos au niveau des flows ou des newsletters. Mais c'est-à-dire que je ne vais pas prendre en charge les templates, par exemple, puisque vous avez vos équipes qui vous en chargent. Et d'un côté, par contre, si vous avez besoin de déléguer la création de visuels et le copywriting, nous, on peut s'en occuper également. Et cette fois-ci, je vais engager toutes les personnes dans l'agence. Et en gros, pour le forfait que vous nous payez mensuellement, vous aurez un copywriter, une designer et moi-même qui est expert Klaviyo pour taffer sur votre compte Klaviyo et sur votre problématique CRM globale aussi. Généralement, les entreprises cherchent à déléguer la création de newsletters puisque ça prend énormément de temps et si tu n'as pas internalisé la compétence, c'est compliqué. Et donc là, vous pouvez vous tourner vers des agences, puisque en fait, c'est compliqué de se tourner vers un freelance pour la création de newsletter, puisque ça demande d'être bon en design, d'être bon en copywriting et d'être bon à Klaviyo. Et moi, clairement, je suis ni bon en design ni en copywriting, et c'est pour ça que je me suis entouré de personnes dont c'est le métier en fait, tout simplement. Si je veux un peu bencher les gens avec qui je bosse, c'est quoi les métriques, tu vois, qui seraient importantes à checker, je sais pas, justement sur une campagne ou sur comment, tu vois, je peux me projeter un peu sur la façon dont la collaboration va m'apporter du résultat. Ça dépend du type de prestation, mais si par exemple une personne s'occupe de vos flows, de la mise en place des flows, les résultats sont visibles dès le début, dès la mise en place. Donc c'est important de regarder les résultats que ça rapporte, mais aussi d'analyser le taux d'ouverture, le taux de clic, ça c'est hyper important. Vous verrez comment réagissent les personnes une fois qu'ils ont ouvert l'email. Et la partie des newsletters, vous aurez les résultats directement avec le revenu généré par les newsletters. Mais encore une fois, c'est important de prendre du recul
et de se dire que oui, on a généré tant sur ce mois-ci, mais est-ce qu'on a donné des codes promo à toutes les newsletters? Si c'est oui, il faudrait peut-être se remettre en question et se dire bah peut-être accepter de faire moins de chiffre d'affaires grâce à l'emailing sur 30 jours, mais avoir une image de marque qui est bien mieux, même si vous donnez pas trop de codes promotionnels et que du coup le taux de conversion il est pas excellent. Ce qui est important de comprendre, c'est que si vous continuez d'être régulier sur les newsletters et que vous avez des automatisations qui sont mises en place, la personne va avoir des points de contact réguliers et la conversion peut se faire à J plus 30 en fait. Et cette fois-ci, la personne va payer le tarif complet puisque vous n'aurez pas donné de réduction. Et généralement, ce qui se passe, c'est que, par exemple, je vous ai parlé un peu plus tôt, on a parlé de la séquence d'abandon du produit. Donc, c'est lorsque la personne va voir un produit, puis va quitter le site. En fait, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on va envoyer une newsletter. La personne, elle regarde la newsletter, elle clique sur l'appel à l'action, elle se retrouve sur le site, elle regarde un produit, puis quitte le site. Et c'est là qu'elle va recevoir cette séquence de browse abandonment, puisqu'elle aura vu un produit, et c'est du coup un second point de contact. Et c'est généralement là que va se passer la conversion. Puis aussi avec quand même le fait que ta conversion, elle vient pas toujours du canal d'activation. C'est-à-dire que potentiellement, tu vas activer les gens par email, tu vas avoir une très forte activation, tu vas avoir des campagnes qui vont très bien marcher, tu vas faire beaucoup d'ouvertures, mais ton client à la fin, il est dans le bus, il tape le lien direct de la boutique, il achète en direct, il passe pas par Exactement. le lien de ton email, t'es pas traqué, Ouais. l'attribution elle est trafic direct, oui. Mais du coup, la vérité, c'est que ton activation, elle s'est faite par email. T'as travaillé dur à faire de l'activation email, le mec est hyper convaincu, etc. Et puis un jour, il est sur Facebook, il voit la pub, il dit ah oui, il est temps que je passe à l'achat. Il clique sur la pub, il achète, et l'attribution, elle revient à Facebook. Bon, l'idée quand même derrière tout ça, elle est toujours la même, c'est d'anticiper ta boutique e-commerce et tout ton écosystème business comme ce que c'est donc un système, et de voir comment chacun des blocs que tu viens lui ajouter nourrit les autres, et comment à la fin, Clairement. tu élèves ta boîte tout entière et pas juste avoir une vision hyper macro et hyper pôle centré, même si c'est important parfois de le faire pour pouvoir arbitrer et savoir où est-ce que tu vas poser ton investissement, etc. Mais la vérité, elle est jamais absolue, et de toute façon, le marketing, c'est quand même une histoire, c'est ce que tu disais en intro, et on va pouvoir quasiment terminer là-dessus. C'est quand même une histoire de présence et de multi-touchpoint, et d'être là, toujours dans la tête du prospect, et de pouvoir être tous les jours devant ses yeux, quel que soit le canal. Enfin, si Coca-Cola continue de faire de la pub, c'est quand même bien qu'il y ait une raison, hein. Je veux dire, tout le monde connaît Coca. Si c'était juste pour se faire connaître, il y a bien longtemps qu'ils auraient arrêté le marketing. Pour autant, ils continuent parce que la vérité, c'est que vendre, c'est d'abord et avant tout être dans la tête du prospect. Et donc, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de bonne raison de ne pas être présent sur tous les canaux. Et surtout, il ne faut pas mesurer la pertinence d'un canal uniquement par son apport direct en revenus, mais aussi par tout ce qu'il va apporter en notoriété et en effet d'encerclement. Le fait d'être toujours partout et d'être vu à tous les endroits où ton prospect se trouve, quoi. Bah, c'est ce qu'on fait nous aussi au final, hein. Par exemple sur LinkedIn où on poste régulièrement. Moi maintenant j'ai une chaîne YouTube où je parle de Clavio, je donne des petits tutos. Je vais sortir une newsletter. Toi, j'ai vu que tu étais sur TikTok, donc tu vois, c'est vraiment ça. C'est rester tout le temps dans la tête du prospect. Et pour le coup, on est vraiment sur des principes marketing élémentaires, où vraiment il n'y a pas, il y a pas d'histoire de B2C, de B2B sur cette activité-là. Je veux dire, la question, c'est juste, tu parles à un humain, c'est toujours un humain derrière, quel que soit B2B ou B2C, hein, c'est toujours un humain. Et donc, ben oui, t'as besoin d'être là, toujours, partout où il est, et de pouvoir lui dire, bah ok, tu m'as vu sur LinkedIn, ok, t'inquiète, je suis aussi là quand t'es sur TikTok, et je vais t'accompagner partout. Et au bout d'un moment, il n'y a pas le choix. Le passage à l'action, bah, après, si le mec a besoin de passer à l'action, il sait que tu es là, et après, c'est juste Ouais. une décision qu'il regarde. Mais tu le louperas pas parce qu'il se souvient pas de toi, quoi. Et du coup, d'un point de vue justement plus entrepreneurial, ça me fait une super transition. C'est quoi la suite pour toi? Parce que du coup, donc tu nous as dit un peu en intro que tu avais un CDD qui démarrait là, la semaine prochaine ou demain, non? Enfin, c'est très bientôt. Et c'est quoi du coup le plan un peu, tu me parlais tout à l'heure de tes objectifs qui étaient assez hauts. Alors après, je sais pas à quel point tu veux en parler, et c'est toujours un peu touchy de demander aux gens où est-ce qu'ils se voient dans 30 ans, hein, c'est pas l'idée. Mais du coup, enfin là, si on déroule le plan, allez, mettons un an, tu vas où? Je te mets un peu le contexte, mais en gros, je suis en contact avec une personne qui a exactement un business model, enfin qui a plus ou moins un business similaire au mien, mais en Allemagne, parce que cette personne, elle vient d'Autriche.
Et du coup, elle travaille avec des marques allemandes, autrichiennes et des marques qui sont en Suisse également. Et si tu veux, eux, ils ont un gros business. Ils sont maintenant 15 et ils font 2 millions de chiffre d'affaires à l'année. Donc, c'est du service, hein, vraiment. C'est pareil que moi. Et je m'entends très bien avec cette personne. Et on part du principe que dès qu'on aura atteint un certain MRR au niveau de l'agence, cette personne investirait et nous aiderait à accompagner du coup les clients, à apporter voilà, les meilleures stratégies CRM qui sont actuellement en Europe ou même aux États-Unis, enfin dans le monde. Et en plus de ça, elle nous aiderait sur la partie développement de l'agence, acquisition, rétention, mais aussi structure de projet, absolument tout en fait. Donc c'est-à-dire que je gagnerais du temps de développement en passant par cette personne qui a déjà eu les problématiques. Ouais, d'en trouver un business angel qui a exactement ton business model dans un autre pays, c'est magique. Merci encore de ton temps. Merci pour la valeur, parce qu'il y avait beaucoup de valeur dans cet épisode. J'ai hâte de pouvoir le réécouter, parce que quand on est dedans, on en laisse parfois passer. Mais je vais le réécouter avec attention, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de pépites là-dedans. Ouais, je te remercie, c'était hyper cool. C'était un bon exercice, honnêtement. C'est la deuxième fois que je fais un podcast. Ça demande pas mal d'énergie, mais non, c'est cool. C'est sympa. Puis c'est bien d'essayer de démocratiser l'email marketing en France. C'est pas assez étendu encore. Donc si je peux y participer aussi, c'est top. Mais moi, je suis convaincu en plus de la stratégie d'emailing, et c'est pour ça aussi que je voulais qu'on en parle. Je suis trop content qu'on puisse aborder ce sujet, parce que il est hyper pertinent, il est hyper actionnable, et il a l'avantage aussi de pouvoir se démarrer petit et se scaler très fort, en déléguant à des partenaires de confiance notamment. Et donc, trop bien, quoi. Eh ben, merci beaucoup, Tam. Je te dis à bientôt. Ouais, à très vite. Ciao. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner, pense à nous laisser un avis 5 étoiles. Ça nous aide vraiment à développer et à faire connaître le podcast. Et si t'as une boutique Shopify et que tu veux la faire évoluer, tu peux me contacter sur LinkedIn ou directement sur lugus.agency. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!